Salut à tous, aujourd'hui on est aux assises de la protection animale organisées par l'Arche des associations. Donc ici il y a plein d'associations et d'acteurs de la protection animale qui sont venus pour présenter ce qu'ils font et puis pour discuter, pour débattre. Et donc on va vous présenter plusieurs tables rondes qui ont eu lieu toute la journée, beaucoup autour du sujet de la maltraitance passive. Et voilà, ça va être super intéressant. Il y a toute une série de vidéos qui va sortir au fur et à mesure sur la chaîne YouTube et je vous invite à les regarder pour un peu mieux comprendre les enjeux de la protection animale. Alors bonjour à tous, je suis Laetitia Barleron, vous me connaissez, je suis la marraine de l'Arche des associations et depuis pas longtemps de la BAPA, on en parlera tout à l'heure justement. Et écoutez, avec mon confrère Jean-Michel Michaud qui sera là à partir de midi, nous allons vous accompagner tout au long de cette journée pour vous parler d'un sujet qui est très peu débattu ou même comment dire, on en parle très peu en fin de compte, ni dans les médias, ni forcément dans les débats chez les professionnels. Il s'agit de la maltraitance animale. Et oui, sommes-nous toujours de bonne compagnie pour nos animaux? Ça, c'est vraiment la question. Il y a des maltraitances qui font l'actualité, qui font le buzz sur les réseaux sociaux. Et puis, il y a les autres. Les maltraitances qu'on ne voit pas forcément, dont on n'a pas forcément conscience, qu'on valide sans le vouloir, ou même peut-être des maltraitances que vous-même vous faites à votre animal sans le savoir aussi. En tout cas, cette journée j'espère, va vous faire prendre conscience de cette maltraitance et puis surtout, j'espère qu'on va trouver des solutions aussi pour éviter ces maltraitances passives. Alors, il y aura 4 tables rondes, une table ronde ce matin sur le chien, 3 tables rondes cet après-midi. Et pour commencer, je vais quand même vous présenter un grand témoin. Alors, notre grand témoin pour aujourd'hui, c'est Audrey Jougla. Alors, peut-être que certains ou certaines d'entre vous la connaissent. Elle est professeure de philosophie, elle est écrivain et auteure de livres, notamment en lien avec l'animal. Alors, elle a fait une enquête dans les laboratoires et elle a publié en 2015 un livre qui va devenir vraiment un best-seller. Ça s'appelle « Profession animale de laboratoire ». Un livre qui a été primé par l'Académie vétérinaire et surtout qui a rencontré un large écho, je vais dire, médiatique, mais aussi en France comme à l'étranger, mais aussi dans les institutions. Elle a, moi je pense, relancé le débat sur l'expérimentation animale. Elle a ensuite, à partir de ce livre best-seller, elle a fondé l'association Animal Testing, qui est dédiée aux animaux de laboratoire. Et d'ailleurs, elle vient de sortir un livre qui est un petit peu la suite de son premier livre, Profession animale de laboratoire. Et son nouveau livre, qui vient de sortir en librairie, s'appelle Animal Testing, sortons les animaux des labos, tout est dit dans le titre, aux éditions Autrement. Sinon, notons aussi son avant-dernier livre qui lui portait plutôt un regard inédit du meilleur ami de l'homme, le chien, sous le prisme de la philosophie, puisqu'elle est professeure de philosophie, et qui s'appelait Montaigne, Kant et mon chien aux éditions de Lachaud. Malheureusement, tu n'es pas là avec nous aujourd'hui, mais c'est pour une bonne raison, n'est-ce pas ? Mais oui, voilà, j'attends un heureux événement et on est dans le 7e mois, donc oui, c'est compliqué. Et tu es à 400 km, hein, tu n'es pas à côté aussi. Non, je suis à Nantes, ouais, exactement. Donc j'ai parlé de tes livres, de ton dernier livre, de ton association. Alors tu sais qu'aujourd'hui, on parle de maltraitance animale passive. Qu'est-ce que ce terme évoque pour toi ? Oui, alors je pense que, malheureusement, ce terme évoque un quotidien déjà pour beaucoup d'animaux. Je pense que c'est malheureusement le quotidien de beaucoup d'animaux et c'est une négligence en fait qui est beaucoup plus répandue qu'on le pense parce qu'en fait elle n'est pas identifiée comme étant de la maltraitance ni de la part des maîtres parfois ni de l'entourage dans le sens où parfois en fait que ce soit les conditions de vie, l'espace, le manque de sortie, de sociabilité des animaux, le manque d'exercice, l'ennui, l'attente interminable tout au long de la journée sans rien faire, finalement, c'est des conditions qui s'apparentent à de la maltraitance que nous-mêmes, on ne supporterait pas.
Et je pense que pendant le confinement, certains ont eu un aperçu de ce que ça pouvait être, que d'être enfermé entre quatre murs dans une petite surface toute la journée sans contacts sociaux. Voilà, il faut se dire que ça, c'est la réalité pour beaucoup d'animaux domestiques qui sont des animaux sociaux et qu'en effet, c'est de la maltraitance. C'est une autre forme de maltraitance, en fait. En tout cas, c'est une bonne introduction de ce qu'on va parler aujourd'hui, justement, avec les chats, les chiens, les NAC. Alors moi, j'aimerais aussi, puisque toi, tu es un peu la spécialiste aussi des animaux de laboratoire, on sait qu'il y a 12 millions d'animaux qui subissent des tests de laboratoire, hein, c'est ce que tu évoques dans ton livre. Alors, je sais qu'aujourd'hui, les chercheurs en France évoquent les bonnes pratiques de laboratoire censées diminuer la douleur animale, mais est-ce qu'on ne peut pas plutôt parler de maltraitance passive aussi pour ces animaux de laboratoire ? Mais en fait, il y a deux types de souffrances qui sont souvent confondues sur les animaux de laboratoire. La première, on va dire, c'est la souffrance qui est liée aux expériences, et c'est celle à laquelle on peut penser spontanément. Et cette souffrance-là, elle est souvent niée ou occultée dans le discours des chercheurs. Et eux, en fait, vont au contraire se concentrer sur les conditions de vie des animaux. Et donc, ils vont complètement occulter la souffrance qui est liée au protocole en eux-mêmes. Et donc, quand ils disent on maltraite pas les animaux, ce qu'ils veulent dire par là, c'est qu'ils sont pas en train de leur taper dessus en plus de ce que subissent ces animaux. Donc, c'est pour le dire de manière un peu triviale, mais en fait, ils ont tendance justement à entretenir ce flou autour de la souffrance animale. Mais il faut bien comprendre qu'il y a plusieurs souffrances des animaux de laboratoire. Il y a bien sûr celle qui est liée aux expériences et à certains protocoles qui exigent de la souffrance, c'est-à-dire qu'il y a des protocoles de sévérité dite sévère et de sévérité même modérée qui sont insupportables. Donc ça, c'est une souffrance qui est liée au protocole que de toute façon, on ne peut pas supprimer. Et en plus de ça, il y a de la souffrance qui est liée à leurs conditions de vie qui sont pas du tout adaptées de toute façon. Et en plus, pour des animaux qui vivent longtemps, ce sont des conditions de vie qui vont durer longtemps. Donc c'est de la captivité éloignée du milieu naturel avec en plus du dressage pour permettre notamment aux singes de supporter les chaises de contention ou ce genre de matériel. Donc du conditionnement en tout cas. Donc il y a vraiment deux types de maltraitance et en plus il peut y avoir le troisième type de maltraitance qui est vraiment de la violence perpétrée sur les animaux ou de la maltraitance volontaire, c'est-à-dire des animaliers, des techniciens de laboratoire ou des chercheurs qui s'en prennent aux animaux ou qui les maltraitent. Mais ça, c'est dérisoire en fait. Et c'est vrai que souvent dans le discours des chercheurs, ils ont tendance à faire un amalgame de tout ça pour que personne ne s'y retrouve, quoi. Alors, tu enseignes la philosophie au lycée. Est-ce que tu penses que la nouvelle génération est plus sensible que les précédentes à la maltraitance animale, même passive ? Oui, complètement. Je pense que en fait, ils sont au contraire très interpellés par ces questions de société, que ce soit environnementale ou sur la condition animale. Et de toute façon, ils ont un regard justement qui est en fait souvent plein de bonnes intentions. C'est-à-dire que moi, je le vois avec les élèves. Il n'y a pas de il y a pas de jeune qui a envie de nuire aux animaux, à l'environnement, etc. Donc c'est vraiment porteur d'espoir d'être au contact de la jeunesse pour ça. Après, ce qui nous dépite un peu dans l'association Animal Testing, c'est qu'on voit la longueur et la lenteur du changement et on voit que finalement, malgré une pression de la société qui est très forte et qui est croissante, et heureusement qui existe, de la société civile, le changement, avant qu'il soit entériné en politique, on est sur des échelles de temps longs, sur des décennies en fait. La moindre décision prend une décennie. On l'a vu pour les animaux de laboratoire sur l'interdiction des cosmétiques et on n'en est toujours pas sorti. Là, on le voit pour les produits ménagers, les produits chimiques testés sur les animaux. Il y a une feuille de route qui va enfin voir le jour, donc on en est à la feuille de route. Et donc à chaque fois, on est sur un temps qui est extrêmement long et on se dit, il va falloir au moins 50 ans. On est au moins sur un demi-siècle sur l'échelle de temps pour qu'il y ait des progrès concrets sur des choses qui font consensus dans la société. Merci Audrey. J'espère que tu pourras nous suivre pendant ces débats, en tout cas ce matin. Avec plaisir.
Hein, et bien entendu, je te ferai intervenir après le débat pour avoir ton sentiment et apporter ton petit grain de sel de philosophe et puis de grande protectrice des animaux.